sont ses effets thérapeutiques? Installe-toi confortablement et c'est parti. On va ici. J'espère qu'on ne va pas tomber sur les mêmes comptes que l'ancienne vidéo. Alors, l'intitulé du conte est le suivant. Le conte du petit renard qui avait si peur que sa maman s'en aille qu'il avait toujours des boules de froid dans les oreilles. D'ailleurs, il y a une petite illustration. Je ne sais pas si tu la verras. Commençons. Il était une fois un petit renard appelé Laconie. Un jour, il passait devant la salle de bain, car dans cette famille de renards, il y avait une salle de bain. Oui, il avait entendu son papa et sa maman renard se disputer. Cela arrive même dans les meilleures familles de renards. Le papa renard se plaignait que la maman renard criait « Je ne peux plus vivre ici, elle est trop froide cette maison, moi j'ai envie de vivre ailleurs ». Le petit renard n'avait pu en entendre davantage. Il avait eu si peur que sa maman parte, quitte la maison, qu'il s'était bouché les deux oreilles, effrayé, avec une tristesse terrible en lui. Ce soir-là, il s'était couché tôt, sans faire d'histoire, mais en pleine nuit, il s'était levé pour aller voir si sa maman était encore là. Et depuis cette nuit-là, il se réveillait plusieurs fois, allait dans la chambre pour vérifier si maman restait avec papa, si elle n'était pas partie comme il l'avait entendu dire. Car les petits renards, vous l'avez compris, entendent tout. Ils entendent même des fois ce qui n'est pas encore dit. Le petit renard était vraiment inquiet. Il avait souvent mal aux oreilles, pas en dehors, mais dedans. Vous pensez bien que c'était insupportable pour lui d'avoir entendu sa mère, sa maman renard à lui, dire « Je ne veux plus vivre dans cette maison, trop froide. » Lui aussi, le petit renard, il aimait avoir chaud. Il aimait être câliné longtemps, chaudement. C'est pour ça que, depuis ce jour-là, il avait mal aux oreilles pour ne pas entendre que sa maman pouvait partir, s'éloigner de lui, retourner dans son pays là-bas, après la mer, tout au bout de l'océan même. Son papa, qui était un renard sensible, avait bien senti que son petit renard était inquiet. Alors il décida un jour de faire une longue promenade au bord de la mer, tout seul avec son petit renard, et voici ce qu'il lui dit. Tu sais, j'aime beaucoup ma femme, ta mère, elle est très importante. J'ai vraiment envie de vivre avec elle. Je sais qu'elle a souvent froid et surtout qu'elle a besoin de chaleur, de rire, de douceur et de tout plein de câlins. Quand je me suis mariée avec elle, je ne savais pas que les femmes renards avaient besoin de beaucoup de câlins.
son papa. Il aurait gardé sa maman rien que pour lui, tout seul. Vous avez bien compris. Il serait même parti avec elle, là-bas, très loin, au pays chaud, avec plein d'odeurs et de parfums. Oui, il était bien embêté de ce qui lui avait dit son père. Comment faire? Ils rentrèrent tous les deux à la maison, lui très songeur se demandant comment il pourrait mieux entendre sans avoir mal aux oreilles. Ce que lui avait dit son père était très important. La parole d'un père chez les renards est toujours essentielle. Il avait envie de garder sa maman et aussi son papa. Depuis cette discussion avec son père, il paraît qu'il n'a plus mal aux oreilles. Au fond de lui, il sait que sa maman a simplement besoin de chaud, de rire et de bons câlins. Et il sait qu'il ne peut pas lui donner tout cela à lui tout seul. Il a compris beaucoup de choses, ce petit renard, appelé Laconie. Oui, d'ailleurs, si vous le rencontrez, il vous dira « Moi, je n'ai plus mal aux oreilles, je n'ai plus peur que ma maman parte au pays du soleil sans moi. D'ailleurs, papa et moi, on veille sur elle. » Ainsi se termine pour l'instant le conte du petit renard Laconie qui avait si peur que sa maman s'en aille qu'il avait des boules de froid dans les oreilles. Donc là, c'était le premier conte. Je vous propose d'en lire un deuxième. Ah, c'est un petit conte. Ah non. Je viens de le perdre. Oups. On va relancer. On va réessayer. Et cette fois-ci, je vais essayer de ne pas perdre la page. Ok. Je regarde un peu la longueur du compte, mais ok, on est bon. C'est parti. Le conte s'intitule Le conte du cancer qui voulait avoir la première place dans la vie d'une femme. Il était une fois un méhiglome qui espérait faire la deuxième tentative de sa vie. Il y a quelques années, il avait déjà tenté une première percée couronnée de succès. Pendant quelques mois, il était sorti de son trou et avait commencé à envahir un organisme vivant. Il avait provoqué à cette occasion quelques dégâts importants dans le corps et les organes vitaux d'une créature vivante. Une femme, pour tout vous dire. Celle-ci ne s'était pas laissée faire. Elle avait utilisé toutes les ressources dont elle disposait pour combattre ce Yellow. Tout d'abord, elle avait pris la décision de bien vivre quelques heures de chaque jour, chaque minute de chaque de ses
ses amis qui furent étonnés et déroutés par sa requête. Quand vous m'appellerez à l'avenir au téléphone, je vous demande de vous intéresser à ma personne et non à ma maladie. Chaque fois que vous m'interrogez, alors tu vas bien? J'ai le sentiment que vous me demandez si ma maladie se porte bien. Je souhaite avoir votre intérêt et votre amitié pour autre chose que ma maladie. Cela les avait surpris au début. De plus, elle avait symbolisé son myélome par un objet pour se différencier de lui et ne plus être confondu avec lui. Et surtout, elle avait dynamisé sa vie de façon extrêmement vivifiante, s'engageant dans des projets, dans des actions à court et à long terme. Le myélome avait compris qu'il n'avait aucune chance de poursuivre son avancée dévastatrice. Lui qui habituellement triomphait en quelques mois, lui qui terrassait toute créature vivante sans espoir de guérison, était retourné à son sommeil. Seulement voilà, cette femme qui s'appelait Cyr n'avait pas prévu que tout son entourage allait d'une certaine façon, sans le savoir, sans le vouloir intentionnellement, mais en le produisant effectivement, réactiver, restimuler les velléités du myélome. Certains de ses collègues, par exemple, lui rappelaient en la voyant en excellente forme qu'un myélome pouvait s'endormir et se réveiller. D'autres encore lui signalaient qu'une de leurs amies, après une rémission de 4 ans, ce qui était déjà exceptionnel, eh bien, avait rechuté et était morte. La pauvre, c'est pas juste quand même, ajoutait-elle. D'autres, plus rares, ne supportaient pas l'idée d'une guérison. Ils ne pouvaient pas croire que Cyr avait triomphé du myélome. Il voulait la mettre en garde pour son bien contre une trop grande confiance en elle, un aveuglement, une trop grande certitude. Bref, comme vous le sentez en me lisant, une véritable pollution relationnelle se développait insidieusement, l'équivalent des pluies acides qui parfois ravagent toute une région. Car, il faut le savoir, il y a beaucoup de points communs entre l'écologie et les relations humaines. Cette pollution insidieuse, en constante affaiblissait les défenses de Cyr, chargeait ses ressources de poison, diminuait ses possibles de vie. Un matin, elle perçut sa vulnérabilité, son épuisement, sa faiblesse, sa lassitude à poursuivre la lutte, comme une redoutable ouverture au retour du myélome, une véritable invitation. Elle décida de se positionner à nouveau vis-à-vis de lui et de son entourage. Elle rédigea en ces termes une petite carte de visite pour toutes ses connaissances, ses parents, amis, sur laquelle elle précisa les points suivants. Bonjour. Laissez-moi encore me présenter à vous qui croyez me connaître. Je m'appelle Cyr, je commence à 40 ans, à m'aimer. Je prends beaucoup d'intérêt à dialoguer avec mon corps. Je ne suis pas devenue une spécialiste du myélome.
sans arrêt de me consulter. Je ne suis pas un modèle de la lutte anticancéreuse et ne veux en aucun cas être assimilée à une maladie en sursis. Oui, je suis porteuse d'un myélome et j'ai établi une relation de vie avec lui. Je vous invite à ne pas m'assimiler à une maladie qui vous fait parfois peur. Pouvez-vous faire quelque chose pour votre peur? Pouvez-vous prendre soin de vos inquiétudes? Pour ma part, je prends soin de moi et je vais beaucoup mieux. Il n'est pas facile, comme vous le voyez, de prendre de telles initiatives. Elles sont mal vues, mal entendues, mal comprises et suscitent, dans un premier temps, rejet, colère, jugement de valeur intempestif. Mais rappelez-vous bien qu'il y a des parallèles très étroites entre l'écologie, c'est-à-dire l'ensemble de nos relations à la planète Terre, et les relations humaines. Un jour viendra où nous comprendrons mieux comment nous diffusons, chacun d'entre nous, des énergies négatives ou positives. Nous entendrons enfin la grande vulnérabilité de chaque être humain et le peu d'immunité personnelle devant les agressions inconscientes de nos proches qui, avec les meilleures intentions du monde, avec beaucoup d'amour parfois, nous violentent. Nous polluent aussi avec leur angoisse ou leur désir énergivore posé sur nous, avec parfois trop d'insistance. Et voici la fin du deuxième conte. Bon, je vous propose maintenant de faire une petite analyse très rapidement de ce titre de conte à guérir, conte à grandir. Je prends bien évidemment mon petit bloc-notes. Je vous propose du coup rapidement une petite analyse. Bon, c'est encore très peu organisé. Regardez, j'aime faire un petit dessin. Je sais pas si on le verra sur la caméra. Alors commençons. Alors tous les points que je vais aborder, vous pourrez les retrouver dans la description
se figurer certains concepts et de pouvoir les incarner dans une histoire, dans une situation. D'ailleurs, souvent le récit permet de créer un espace transitionnel. Donc ça c'est un concept toujours de Winnicott. C'est-à-dire que le conte permet vraiment de faire l'intermédiaire entre la réalité intérieure et extérieure, entre le conscient et l'inconscient. Et dans cet espace transitionnel, on peut constater, par exemple, que souvent les contes commencent par « il était une fois ». Il était une fois. Donc on crée en fait un cadre où on ouvre tous les possibles. Alors, un deuxième point, c'est que le conte permet d'être utilisé lors de rites de passage. Des rites initiatiques. Donc, il a une fonction structurante, mais également transformatrice. Il fait partie d'un rituel. Tout simplement, par exemple, des parents vont lire des contes à leurs enfants avant de dormir. Et ça crée en fait tout un cadre, tout un rituel. Alors, une autre fonction qui était mentionnée dans l'article était la fonction maternante. Alors je ne vais pas insister sur cette fonction parce que j'ai quelques réserves, mais dans cette fonction maternante, c'est un peu le retour donc à l'état de l'enfance, de l'enfant et surtout de protection, mais de l'étape de narcissisation. Une phrase que j'aimais beaucoup dans cet article était, et je l'ai notée, je vais la prendre, c'était le conte aussi redescend un peu ce que la vie a défait. Donc on voit qu'il a vraiment une fonction sociale. Un autre point, il peut revenir aussi sur il était une fois. Il était une fois. Le conte permet de voir le monde autrement. Et je trouvais que cette fonction pouvait également être attribuée à l'ASMR, puisque le conte permet vraiment, du moins certains contes, de tendre l'oreille, d'écouter l'infiniment petit, le quotidien ou l'extra-quotidien. Ce qui est de même pour l'ASMR, puisqu'on est amené à se relaxer sur des jeux de lumière, sur des sons, mais sur des sons relativement pas faibles, et on a tendance à davantage tendre l'oreille et à s'intéresser à des sons d'objets que peut-être des personnes qui ne sont pas adeptes de l'ASMR ne connaissent pas. Alors le conte, il permet également de réguler les peurs au fond. Et pas uniquement que les peurs
petit souci par rapport au conte qui fait de plus en plus parler, notamment dans la société actuelle. Il s'agit de la perpétuation des stéréotypes et des archétypes, puisque tu l'auras remarqué, il y a des figures assez communes dans le conte, notamment la sorcière, la belle-mère méchante, ou une petite fille, ou une jeune demoiselle charmante, docile et gentille. La mocheté est souvent associée à la méchanceté. Si tu en as entendu parler, il y a eu tout un débat autour de certains contes de notre enfance, notamment autour de la notion de consentement, et notamment lors de scènes telles que celle de Blanche-Neige où elle dort et le prince charmant vient lui poser un baiser. Alors les spécialistes du conte qui intervenaient dans l'émission radio autour des bienfaits du conte disaient qu'il ne faut pas non plus tomber dans un excès intellectuel dans la lecture des contes et qu'il faudrait se limiter justement à leur valeur thérapeutique et à leur symbolisme. Et notamment, c'était une réaction par rapport au fait que certaines personnes insistent pour réécrire certains contes. Et c'est assez fou que certaines personnes s'offusquent de la réécriture ou de la réadaptation de contes, puisque le propre du conte, c'est d'être fluide, de pouvoir être changé, de pouvoir être réadapté en fonction de celui ou celle qui le raconte. Et je terminerai avec Daniel Fabre, qui est un anthropologue et qui a beaucoup travaillé sur le conte, qui explique que le conte est en lui-même une expérience identitaire, symbolique, existentielle, mais également intellectuelle. D'ailleurs, l'anthropologie, et notamment certains anthropologues dans les années 60 se sont intéressés beaucoup au conte. C'était presque une voie d'accès en fait à l'étude anthropologique, l'étude des contes. Alors, je terminerai là-dessus sur le fait que le conte, c'est aussi un témoignage d'une époque, d'un espace-temps, et que bien qu'il soit réadapté constamment en fonction des sociétés, il garde en fait cette valeur de trace, de témoignage. Et c'est ça qui est intéressant. Au-delà d'étudier purement et simplement le conte, c'est aussi étudier son contexte.